Non mais clairement, Chopin c'est mieux que Bach. T'as tort. Non mais c'est subjectif. Non, c'est objectif. Enfin, tu te demandes à un mec dans la rue, il va dire le contraire de toi, c'est juste une opinion. Ah, attends, j'ai un appel. Oui, il est là. Allô, ici le dictateur. Je vois que 2 et 2 font 4 et qu'il faut préférer son ami à son chien. Et je suis certain qu'il n'y a point d'homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. Or, je ne vois pas ces vérités dans l'esprit des autres, comme les autres ne les voient pas dans le mien. Il est donc nécessaire qu'il y ait une vérité universelle qui m'éclaire, en tout ce qu'il y a d'intelligence. Car si la raison que je consulte n'est pas la même qui répond aux Chinois, il est évident que je ne pourrais pas être aussi assuré que je le suis, que les Chinois voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi, la raison que nous consultons quand nous rentrons en nous-mêmes est une raison universelle. Je dis quand nous rentrons en nous-mêmes, car je ne parle pas ici de la raison que suis un homme passionné. Lorsqu'un homme préfère la vie de son cheval à celle de son cocher, il a ses raisons. Mais ce sont des raisons particulières dont tout homme raisonnable a horreur. Ce sont des raisons qui, dans le fond, ne sont pas raisonnables, parce qu'elles ne sont pas conformes à la souveraine raison, ou à la raison universelle que tous les hommes consultent. Bonne année! Et 2016, année de la baise, année de la 16, je ne sais pas, je ne sais plus. J'espère que vous avez plus 4 ans et que vous ne faites plus de résolutions. J'espère surtout que vous avez bien retrouvé vos familles pendant les fêtes et que vous êtes bien frités à table sur des débats bien vénères, la politique, moraux ou je sais pas quoi, parce que ça va être le sujet du jour. Pas exactement le débat, mais on va dire la vérité en tout cas, c'est le sujet du jour. Parce que quand on débat, classiquement, on essaye donc, on pense qu'on a raison, et on pense que l'autre a tort. Et donc on veut lui prouver qu'il a tort, et on veut montrer qu'on a raison, et donc le convertir à notre opinion. De base, c'est ça un débat. Un débat, c'est une confrontation entre deux opinions, et chacun des partis se croit dans le vrai, il croit que ce qu'il dit est véritable, c'est ce qui est, c'est ce qu'on doit suivre, c'est ce qui est soit ce qui correspond à la réalité des choses, soit c'est ce qui doit être prescrit comme étant le bon comportement. Il serait intéressant de vous demander quand fut la dernière fois que quelqu'un vous a vraiment convaincu. Rares sont ces moments où on avoue à soi-même et on avoue aux autres, mais surtout à soi-même, c'est là le plus difficile, d'avouer à soi-même qu'on a eu tort. Ils sont rares ces moments où on se rend à quelqu'un d'autre, où on débat et tout d'un coup quelqu'un dit, on dit à quelqu'un, ah oui, c'est vrai, tu m'as convaincu, tu as raison. C'est vrai que la plupart du temps, on croit toujours avoir raison, et même dans un débat, quand on n'arrive pas à raisonner l'autre, on se dit, il est con, il est débile, il comprend pas ce que je veux dire. Soit il y a incompréhension des termes, on n'arrive pas à se comprendre, soit on pense que l'autre est con, borné, déterminé. Et c'est normal, en même temps, un sujet ne peut pas se contredire. Il y a une force d'action qui nous mue en tant qu'être vivant, et donc on pense être dans le vrai, parce que si on se contredisait tout le temps, et si on doutait de soi, on serait pas aussi actif et on pourrait pas vivre aussi bien, parce qu'on se mettrait à douter en plein milieu de notre existence et on pourrait plus avancer. Il y a une force motrice qui fait qu'on pense être dans le vrai parce qu'on est conscient de nous-mêmes et donc on vit avec nous-mêmes et donc on finit par être d'accord avec nous-mêmes, on est souvent d'accord avec soi. Ce qui fait qu'on finit par être très têtu puisqu'on est dans notre sphère, on vit en nous-mêmes toujours, on vit toujours avec nous-mêmes. Donc le paradoxe c'est qu'on finit par être aliéné à nos propres convictions. Et ainsi en marge du débat, il y a aussi la réflexion seule, intime. Nietzsche dirait que c'est souvent dans la solitude qu'on a la réflexion les plus profondes. Pas dans les débats et les discussions à deux, plusieurs, parce que l'autre nous empêcherait d'atteindre des profondeurs, les profondeurs du soi, de nous-mêmes. Il est vrai que les autres ont tendance à couvrir la voie de notre conscience. C'est une vieille marotte en philosophie, mais il est vrai que l'autre a tendance à être une barrière, dans le sens où il représente en fait à la fois une épreuve et à la fois un obstacle. La conception de Nietzsche n'est pas forcément exacte, considère la vérité comme étant purement intime. Donc elle ne peut pas être acquise autrement qu'en soi, puisque Nietzsche est un relativiste. Donc pour lui, en fait, chacun a ses vérités, chacun ses raisons. Donc pour lui, le débat n'a pas d'intérêt, en fait. On va essayer d'échanger des points de vue, mais vu que chacun doit chercher sa vérité pour lui, ça ne sert à rien d'échanger avec quelqu'un la vérité qui est propre à moi et qui n'est pas propre à l'autre. Comme le dit Nietzsche, vérité pour tous, ainsi parlent les nains et les taupes. Penser qu'il y a une vérité absolue qui serait propre à tous, c'est une pensée de nain, c'est-à-dire quelqu'un qui est incapable de voir à haute hauteur, à grande hauteur, à hauteur de tous les hommes, et de voir toute la diversité des hommes. Spinoza disait aussi, autant de têtes, autant d'opinions. Mais je veux ni parler de Spinoza, ni parler de Nietzsche aujourd'hui. Je veux parler d'un penseur dont on parle peu, Malebranche. En effet, Malebranche s'est beaucoup intéressé en fait, à la recherche de la vérité. Il en a écrit un bouquin qui s'appelle « De la recherche de la vérité », dans lequel, en fait, dans le prolongement de Descartes, dont on a parlé dans le premier épisode, dans le prolongement de Descartes, cherche des méthodes pour atteindre la vérité. C'est le grand enjeu du XVIIe siècle, qui va aboutir en fait à l'apparition des sciences modernes. C'est
quelles sont les méthodes pour atteindre la vérité en tant que ce qui est dans la nature. On pense à Spock, atteindre l'essence de la nature. Donc en bon cartésien, dans son bouquin, bon voilà, il cherche à... Lui, il reprend à son compte les observations de Descartes, c'est-à-dire ce que j'avais dit en première vidéo, que seul le sujet fait des erreurs. Le monde ne peut pas nous tromper, il n'y a que le sujet pensant, le chercheur, qui fait des erreurs. Donc il énumère toutes les erreurs possibles qu'on peut faire, et donc cherche des méthodes pour les éviter. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les éclaircissements qu'il ajoute à la fin de son ouvrage, dans lequel en fait il développe véritablement une pensée qui est intéressante en cela qu'elle se démarque complètement de Descartes. En fait, sa pensée se démarque complètement des trois Goriot dont j'ai parlé, Descartes, Pascal, Spinoza. Il dépasse tout ça, comme je vais la développer immédiatement. Elle est tout à fait différente et présente une notion de vérité dans un rapport à Dieu, on verra. Mais je vais éviter d'en parler trop parce que Malebranche, en fait, comme les trois Goriot du début, se sert de Dieu. J'ai évité de développer ce point. Certes, Malebranche est extrêmement lié à Dieu, et c'est difficile de parler de Malebranche sans parler de Dieu. Mais Dieu est là, hein. Enfin, Malebranche, il le sous-entend très fortement que Dieu est là. Je vais essayer de laïciser sa pensée pour que ça puisse parler à tous, et surtout parce que ça n'a pas d'intérêt. Enfin, parler de Dieu, pour parler de Dieu, juste parce que ah bah Malebranche, j'ai entendu dire, culture générale, c'était un mec qui pensait vachement à Dieu. On s'en fout. On s'en fout, on va essayer vraiment, même si Malebranche il sera en colère que je parle pas de Dieu parce que c'est au cœur de sa pensée, je vais essayer quand même de reconstruire le développement sans passer par Dieu. Donc revenons à l'intimité. Malebranche, il imagine cette hypothèse dans laquelle, imaginez vous êtes tout seul et vous vous mettez à réfléchir et il y a souvent ces moments étranges où on commence à se former des convictions. Bon, c'est souvent le cas quand on est tout seul parce qu'en fait il n'y a pas quelqu'un d'autre pour nous dire qu'on a tort et donc pour mettre à l'épreuve notre pensée, autrui était extrêmement utile pour ça parce qu'il est celui qui nous fait penser qu'on aurait tort puisqu'il nous expose une opinion qui nous est différente. Donc souvent dans ces moments d'intimité, on se met à se construire des convictions et on se dit comme ça, mais merde, mais ça c'est vrai, c'est forcément vrai, qui pourrait dire le contraire? Donc on élabore comme ça, en tant que sujet seul, dans l'intimité, dans sa conscience, des propositions qui nous paraissent absolument vraies et nous ne pourrions imaginer que quelqu'un puisse penser le contraire, comme par exemple 2 + 2 = 4 ou mieux vaut préférer son ami que son chien. Enfin quand je vois certains de mes amis, je me pose des questions. Et donc ce que dit Malebranche, c'est qu'il essaie en fait d'isoler des propositions que notre esprit forme. Et il se dit mais c'est quand même bizarre, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette sorte de conviction, gagner cette conviction? Il a une sorte d'intuition qui lui dit que comment est-ce qu'on fait pour acquérir cette conviction que certaines pensées sont partagées par tous? Parce qu'en plus, on ne peut pas imaginer que quelqu'un dirait sérieusement 2 + 2 = 3. Et il se dit donc que ça répond, et vu qu'on ne peut pas, par l'expérience savoir la pensée des autres, il se dit que c'est du ressort de la raison. On a quelque chose dans la raison qui nous fait voir qu'en fait cette proposition est universelle. Alors dans la pensée de Malebranche, cette chose-là, c'est la foi. En fait, c'est la foi déjà acquise par l'usage de notre raison. Je m'explique. Donc il explique que nous sommes guidés par une raison universelle. Donc il y a une sorte de chose qu'il ne décrit pas trop, mais il y a une raison qui est partagée par tous et qui leur donne les pensées que nous avons. En fait, ce qui est intéressant et ce qui fait qu'il est différent de Descartes, c'est que Malebranche en fait, ne pense pas une raison qui soit intrinsèque au sujet. Il ne s'enferme pas dans le sujet. Il s'ouvre en fait comme Descartes, il va dans l'intimité de la pensée, mais en fait ça lui ouvre sur des perspectives absolument gigantesques. Il va trouver en fait la vérité par le truchement de ce que tout le monde pense. C'est par le lien avec l'autre qu'il découvre en fait qu'il existe une vérité, et cette vérité est définie par son universalité, par le fait qu'elle est partagée par tous les individus. Nous ne contrôlons même pas notre raison, d'après Malebranche. Malebranche lui dit qu'en fait la raison universelle est indépendante de nous, entre en nous pour nous guider, mais qu'elle n'est pas à notre disposition, qu'elle nous est supérieure, qu'elle nous transcende et qu'elle nous donne toutes ces vérités que nous voyons en géométrie, en mathématiques, et donc nous n'avons pas de prise là-dessus, nous sommes presque dépendants, nous sommes dépendants d'elle. Il y aurait donc une grande communauté de pensée qui relierait ensemble les humains, et je pense évidemment, c'est ça qui est intéressant, c'est que Malebranche ne parle pas de toutes les vérités. Il parle de la raison universelle qui ne donne que des vérités absolues. Il y aurait donc une sorte de socle commun à tous les êtres humains, y compris les Chinois, et donc qui relierait entre elles tous les hommes, malgré leurs différences de religion, de culture, d'ethnie, de pays.
Ainsi, le paradoxe que pose Malebranche, c'est qu'au plus profond de notre intimité, il y a un étranger. Comment ça Jeanne Allez, il y a un étranger au fond de moi. Ah! Et plus qu'un étranger, carrément une communauté humaine. Et donc on peut se relier aux autres et on peut réussir à atteindre cette vérité absolue qui nous permettrait de tous être d'accord ensemble sur quelques petits points comme 2 + 2 = 4 ou mieux vaut préférer son ami que son chien. Ainsi, la perspective de débat est presque abolie sur ces points-là. Même la perspective de débat en général est abolie, selon Malebranche. Ou alors, la conception change, parce que dans ce cas-là, le débat n'est plus une confrontation, mais une réconciliation. Car en effet, puisque nous avons tous accès dans notre intimité à cette vérité absolue, il ne s'agit plus de prouver à l'autre que nous avons raison, puisque de toute façon, lui étant guidé lui-même par la raison universelle, il faut que chacun ensemble se donne les moyens d'atteindre cette raison universelle en évitant les écueils et les erreurs. Car en effet, tout le monde a la même raison universelle, donc il n'est plus besoin de s'affronter. Nous n'avons plus différentes raisons et différentes vérités. Et c'est là où je trouve que finalement la conception absolutiste qui a été pas mal abandonnée avec la modernité, nous sommes maintenant relativistes, c'est-à-dire que nous pensons que la vérité est relative à chaque individu, qu'elle est relative à chaque peuple et que chaque personne est à même de construire sa vérité par rapport à son expérience de l'existence. Mais en vérité, la thèse relativiste est extrêmement violente. Autant qu'elle permet la démocratie, qui lui-même est un régime extrêmement violent et exigeant, le relativisme, en fait, impose un système où chacun doit lutter et se battre pour imposer sa vérité à l'autre. Car en effet, aucune vérité ne peut s'installer durablement entre les hommes, mais chacun doit lutter pour faire valoir sa vérité à lui. L'homme étant, comme le dit Protagoras, peut-être le premier grand relativiste avec Héraclite, l'homme étant la mesure de toute chose, il faut se battre pour définir cette mesure, et cela passe par le débat, la discussion. Il n'y a pas véritablement d'argument dans ce cas-là. C'est la première critique qu'on peut faire au relativisme. Elle corrompt le débat. On passe d'une conception heuristique, qui est celle de Malebranche, c'est-à-dire une recherche de la vérité qui passe par une méthode et un travail collectif, à un registre polémique où chacun s'affronte et lutte, puisqu'il n'y a pas d'argument qui puisse permettre d'atteindre la vérité absolue. C'est juste moi qui détiens la vérité, donc je dois la foutre dans la gueule de l'autre. Un peu comme quand Paul Nizan, qui lui est un grand relativiste, puisqu'il pense que l'idée de vérité avec un grand V et l'idée de raison avec un grand R n'est qu'une invention des philosophes. Chaque classe possède sa propre vérité, il y a une vérité bourgeoise et une vérité prolétaire, et que chaque groupe doit lutter pour affronter l'autre. Et c'est pour ça que la pensée de Malebranche, de manière, est réconfortante, puisqu'elle vise à une réconciliation, à une unité dans le monde, en fait. Et celle-ci, en fait, une unité, il faut quand même bien l'avouer, dans Dieu, puisque une vérité absolue ne peut être détenue que dans quelque chose qui reste absolument et tout le temps, et qui est pérenne, et qui survit aux hommes, et c'est Dieu. Parce que Malebranche est celui qui a dit cette phrase « Je vois au travers de Dieu », il voit la vérité au travers de Dieu, et nous sommes tous contenus dans Dieu. Petite note, il s'écarte comme de Spinoza, ne confondons pas tout. J'avais dit que Spinoza voyait Dieu comme étant tout. Dieu n'est pas pour Malebranche tout, simplement tout qui est contenu dans Dieu. Nous ne pouvons pas exister en dehors de Dieu, parce que nous sommes misérables et que nous dépendons de Dieu, et que nous n'avons pas de raison indépendamment de Dieu, en fait. Nous sommes agis par Dieu. Dieu passe par nous pour nous faire penser, nous faire aimer. Mais donc, Dieu nous fait pécher. Ferme ta gueule, d'accord? On va pas commencer avec ces histoires-là, d'accord? On n'est pas là pour ça. La vérité n'est donc plus aux mains du consensuel, tel qu'il est en démocratie et en relativité. Il ne s'agit plus de s'accorder sur une vérité que la plupart, sur laquelle la plupart s'accordent, mais de trouver la vérité que nous avons tous au fond de notre cœur. Évidemment, la pensée de Malebranche est aujourd'hui surannée parce qu'on a abandonné les notions de vérité absolue. On est complètement relativiste aujourd'hui parce qu'on est en démocratie. Malebranche n'interdit pas la liberté d'expression, mais évidemment, il a la liberté de dire des sottises, et donc il a aussi la liberté de ne pas se rendre à la pensée de l'autre et à la pensée universelle. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais déposer de manière totale et permanente, et pour toujours, une vérité. Il y aura toujours quelqu'un pour renverser le régime, il y aura toujours des nouvelles élections et un nouveau bonhomme qui remplacera cette idée. Même en science, en réalité, bien que la pensée de Malebranche ait beaucoup irrigué la pensée scientifique moderne tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle, elle a vite été abandonnée, et aujourd'hui nous sommes beaucoup plus dans une notion de science construite. La science n'est plus révélée, la science n'est plus un champ de révélation, on découvre le monde tout d'un coup, comme si au fond nous-mêmes on fait des maths et donc d'un coup on nous révèle des choses par le truchement de calcul. Non,
La science est maintenant beaucoup plus vue comme étant quelque chose de construit. Mais tout de même, Bellebranche reste un vestige de quelque chose de très beau, c'est-à-dire que peut-être qu'il existe un socle commun de propositions sur lequel on peut tous se mettre d'accord et qui nous permet, entre êtres humains, de trouver quelques liens en fait. Nous sommes peut-être pas tous des îles entre nous et peut-être qu'il y a des ponts qui existent et qu'il y a quelque chose qui nous traverse tous et qui nous fait croire à des valeurs positives, d'amour, de paix, enfin je dis ça mais nique ta mère, tu vois bien au Moyen-Orient ce qui s'est passé là. Non en fait j'ai dit de la merde, j'ai rien compris. Vas-y coupez. Before I see too